On m'appelait la radine de la famille. À Noël, mon frère a vu mon compte en banque de 12 millions d'euros. Ils ont exigé que je leur donne tout. Ma réponse? Un éclat de rire et une porte claquée, en plein visage. Vous voulez savoir comment une soirée qui a commencé par des moqueries a pu finir en rupture familiale totale? Laissez-moi tout vous raconter, dans les moindres détails. C'est une histoire de silence, de travail acharné, et de la douce, très douce saveur de la revanche. Avant de plonger dans les détails de cette soirée de Noël inoubliable, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir jusqu'où mes récits peuvent voyager et créer des liens avec vous tous. Maintenant, revenons à ce fameux 24 décembre. La soirée avait commencé comme toutes les autres réunions de famille depuis près de 10 ans, par une humiliation subtile, enrobée dans le papier cadeau de la bienveillance familiale. Nous étions dans le grand salon de l'appartement de mes parents, dans le 6e arrondissement de Lyon. Un quartier où les façades haussmanniennes abritent des vies bien rangées et des jugements bien affûtés. L'odeur du sapin fraîchement coupé se mêlait à celle du champagne coûteux, créant une atmosphère de fête opulente qui me mettait toujours mal à l'aise. Je m'appelle Léontine, et j'ai 28 ans. Pour ma famille, j'étais l'éternelle déception. Pas de carrière prestigieuse, pas de mari fortuné, pas de sac à main de créateur. Juste moi, avec mes vêtements achetés en friperie dans le quartier de la Croix-Rousse et mon vieux téléphone dont l'écran était fissuré depuis des mois. Léontine, sérieusement, a commencé mon frère Gaspard, en brandissant son tout nouvel iPhone comme un trophée. Tu utilises encore cette antiquité? On dirait un fossile de l'ère numérique. Il a ri, un rire gras qui a été rapidement rejoint par celui de sa petite amie, Manon, et par le sourire pincé de ma sœur, Bérénice. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Chaque moquerie était comme une petite entaille de papier. Une seule est insignifiante, mais 1 millier d'entre elles peuvent vous faire saigner. J'ai serré les poings dans les poches de ma jupe en velours. Il fonctionne encore très bien pour appeler et envoyer des messages, ai-je répondu d'une voix que je voulais calme. C'est tout ce dont j'ai besoin. Bérénice a levé les yeux au ciel, un geste théâtral qu'elle maîtrisait à la perfection. Elle a ajusté sa montre Cartier, un cadeau de son fiancé. Tu as 28 ans et tu t'habilles comme si tu fouillais dans l'armoire de grand-mère. Tu n'as pas envie de belles choses, de vivre un peu? Vivre un peu était leur expression favorite. Pour eux, vivre signifiait dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas. Gaspard travaillait dans la finance, un poste qui sonnait bien mais qui le laissait cribler de dettes pour maintenir son train de vie. Bérénice était responsable marketing, et son compte Instagram était une vitrine de sacs de luxe et de week-ends à l'étranger, tout cela financé par des crédits à la consommation. Mes parents, Firmin et Amandine, observaient la scène depuis le canapé en cuir. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. Nous t'avons élevé pour que tu aies plus d'ambition, ma chérie. Il y a une différence entre être économe et ce que tu fais. On dirait que tu te prépares pour une crise économique. Ma mère a soupiré. Honnêtement, c'est parfois embarrassant. Quand les gens me demandent ce que font mes filles, je parle de la carrière de Bérénice, et puis, il y a toi. Avec tes petits boulots à temps partiel. Gaspard en a rajouté une couche, se tournant vers Manon pour être sûr qu'elle ne rate rien du spectacle. Tu te souviens quand elle a refusé de venir dîner chez Bocuse pour mon anniversaire? Elle a dit que c'était trop cher. Elle a préféré rester chez elle à manger des pâtes. On a dû expliquer à tout le monde qu'elle était spéciale. Le rire général qui a suivi a été la pire des entailles. À ce moment précis, j'ai senti la colère froide monter en moi. Il me jugeait sur des apparences, sur une façade que j'avais mis des années à construire pour protéger mon secret. J'ai baissé la tête et fixé le tapis perçant hors de prix. Dans ma poche, j'ai senti le poids rassurant de mon vieux téléphone. Ce n'était pas un symbole d'échec. C'était l'outil qui avait bâti mon empire. Gaspard, se sentant magnanime, s'est approché et a posé une main condescendante sur mon épaule. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Un jour, je te présenterai un de mes amis, un homme bien établi, qui pourra s'occuper de toi et t'apprendre à profiter de la vie. C'était l'insulte de trop. L'idée que ma seule porte de sortie était de dépendre d'un homme riche était le reflet parfait de leur vision limitée du monde.
J'ai relevé la tête, et pour la première fois de la soirée, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri. Un vrai sourire. Il a été si surpris qu'il a retiré sa main. Il pensait qu'il humiliait un agneau perdu. Il ne savait pas qu'ils étaient en train de provoquer un lion qui attendait patiemment son heure. Et cette heure était sur le point de sonner. Ce sourire a semblé les déstabiliser un instant. Ils s'attendaient à des larmes, ou à un silence gêné. Pas à de l'assurance. J'ai excusé mon besoin d'aller prendre l'air sur le balcon, mais en réalité, j'avais besoin de me recentrer, de me rappeler pourquoi j'endurais tout ça. Le froid piquant de la nuit lyonnaise m'a fait du bien. En contrebas, les lumières de la ville scintillaient. De là, je pouvais presque voir la colline de la Croix-Rousse, où se trouvait mon petit studio. Cet appartement qu'il méprisait tant. Ta cage à poules, comme Bérénice aimait l'appeler. Pour moi, ce n'était pas une cage, c'était mon quartier général, ma forteresse de solitude. Je n'ai pas créé Épargne Claire juste pour gagner de l'argent. Je l'ai créé parce que j'ai grandi dans une maison où la valeur d'une personne se mesurait à l'étiquette sur ses vêtements. J'ai vu ma mère, Amandine, perdre le sommeil à cause du crédit pour la nouvelle voiture qui impressionnerait les voisins. J'ai vu mon père, Firmin, stressé avant chaque vacances luxueuse qui était bien au-dessus de leurs moyens. Il n'était pas heureux. Il jouait un rôle, celui de la famille bourgeoise et prospère, et ce rôle les rongeait de l'intérieur. Mon application était une forme de rébellion. Une porte de sortie que je m'étais construite, brique par brique, ligne de code par ligne de code. J'avais passé 5 ans de ma vie à ça. Pendant que Gaspard faisait la fête dans les stations de ski les plus chères, j'étais devant mon ordinateur, à apprendre des langages de programmation. Pendant que Bérénice postait des photos de ses cocktails à Dubaï, j'étais en train de corriger des bugs à 3 heures du matin. Mais, petit boulot, à temps partiel n'était qu'une couverture. Il me permettait de payer mes factures tout en consacrant 60 heures par semaine à mon véritable projet. Un projet qui, il y a 1 an, avait explosé. Épargne Claire était devenue l'application de finances personnelles la plus téléchargée de France, puis d'Europe. J'étais anonyme, le nom de ma société ne révélant rien sur mon identité. Pour le monde, j'étais une chef d'entreprise à succès. Pour ma famille, j'étais juste Léontine, la pauvre petite chose un peu bizarre. Je suis retournée à l'intérieur juste au moment où Bérénice parlait avec enthousiasme à Manon. Et donc, j'ai trouvé le nom du PDG sur LinkedIn, disait-elle. Je vais lui envoyer un message personnalisé. Je vais lui expliquer que leur image de marque est ternie par des développeurs freelance peu professionnels. Mon sang s'est glacé. Je me suis approchée. De quoi tu parles ? Bérénice m'a regardée avec un air de supériorité. Oh, Léontine. J'essaie de t'aider, même si tu ne le mérites pas. Tu sais, cette application de budget dont tu m'as parlé, celle pour laquelle tu fais de la maintenance ? Eh bien, j'ai vu des commentaires négatifs en ligne. Des gens se plaignent de bugs. C'est clairement la faute des petites mains comme toi. Alors, je prends les choses en main. Je vais contacter la direction pour leur suggérer de revoir leurs équipes de freelance. Si tu perds ce petit contrat, ça te forcera peut-être enfin à chercher un VRI travail. Elle souriait, persuadée d'être la sœur la plus attentionnée du monde. Elle était en train de comploter pour me faire virer de ma propre entreprise. L'ironie était si absurde, si parfaite, que j'ai presque éclaté de rire. Elle essayait de saboter ma vie en pensant me rendre service. C'était le reflet exact de toute notre relation. Son « aide » était toujours une forme de contrôle, une façon de me rabaisser à son niveau. À cet instant, toute trace de doute ou de pitié que j'aurais pu ressentir pour eux s'est évaporée. Ils ne méritaient pas ma compréhension. Ils méritaient une leçon. Franchement, que feriez-vous à ma place ? Savoir que votre propre sœur essaie de saboter votre travail sans même savoir que c'est le vôtre. Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si ma réaction future a été la bonne, ou si vous auriez agi différemment. Je me suis contentée de hocher la tête. C'est une initiative intéressante, Bérénice. Tiens-moi au courant du résultat. Elle pensait qu'elle était en train d'éteindre une petite allumette. En réalité, elle versait de l'essence sur l'incendie qui allait ravager son monde d'illusions. Et j'allais lui fournir le briquet. Nous sommes passés à table. Le dîner était,
Comme toujours, une démonstration de leur succès. Foie gras, chapon farci, une collection de vins dont les noms m'étaient inconnus mais qui semblaient très importants pour mon père. La conversation tournait autour des mêmes sujets, l'argent, les possessions, et les apparences. Gaspard a monopolisé la parole pendant un bon quart d'heure pour décrire en détail son prochain séjour au ski à Courchevel. J'ai réservé une suite dans un hôtel 5 étoiles, se vantait-il. Juste le vol en hélicoptère pour monter là-haut coûte plus cher que le loyer annuel de Léontine. Mais bon, il faut savoir se faire plaisir, n'est-ce pas? On ne vit qu'une fois. Il m'a jeté un regard plein de pitié. Je me suis contentée de découper mon morceau de chapon. Chaque euro qu'il dépensait pour cette semaine de frime était une goutte d'eau comparée à ce que mon application générait en une seule journée de revenus passifs. La pensée m'a arraché un sourire intérieur. Mon père a pris le relais. J'ai croisé ton ancien professeur de prépa, Léontine. Il m'a demandé ce que tu devenais. J'étais tellement gênée. Une élève si brillante, un diplôme d'ingénieur, pour finir par faire des petits boulots. Quel gâchis! Pendant que Gaspard se vantait de ses vacances à 10 000 euros, j'ai entendu mon père, Firmin, marmonner pour lui-même, mais assez fort pour que je l'entende. J'espère que la bourse ne va pas chuter à nouveau, notre fonds de pension ne le supporterait pas. Ce simple murmure a révélé la vérité derrière la façade. Ils n'étaient pas riches. Ils étaient terrifiés. Terrifiés de perdre le peu qu'ils avaient, terrifiés de ne pas pouvoir maintenir ce style de vie qu'ils croyaient essentiel à leur identité. Cette prise de conscience n'a pas suscité ma pitié, mais a renforcé ma détermination. Leur angoisse était le carburant de leur méchanceté. Ma mère, sentant peut-être que l'attention se détournait d'elle, a ajouté sa touche personnelle. « Et ta vie amoureuse, ma chérie? Toujours personne? À ton âge, tu devrais être mariée, penser aux enfants. Regarde Bérénice, elle a un fiancé formidable, un mariage prévu pour l'été prochain. » Bérénice, ravie, a hoché la tête. « Et toi, tu continues de vivre comme une étudiante. D'ailleurs, a-t-elle dit en se tournant vers toute la table, j'ai rédigé un brouillon de mon email au PDG d'Épargne Nucléaire. C'est très professionnel, très direct. Je pense que ça va faire bouger les choses pour leur petite développeuse incompétente. » Je pouvais sentir tous les regards sur moi, un mélange de pitié et d'agacement. Ils me voyaient comme un projet raté, un problème à résoudre. Ils étaient tellement aveuglés par leurs propres préjugés qu'ils ne voyaient pas la réalité qui se trouvait juste en face d'eux. Ils critiquaient la créatrice de l'application que, ironiquement, leur propre banquier leur avait probablement recommandé pour gérer leurs finances désastreuses. J'ai posé mes couverts. J'ai bu une gorgée d'eau. La patience est une vertu, mais elle est aussi une arme. Et mon chargeur était presque plein. J'ai regardé chacun d'entre eux, un par un. Gaspard, le frimeur endetté. Bérénice, la reine des apparences prisonnières de ses crédits. Mon père, l'homme d'affaires angoissé. Ma mère, obsédée par le regard des autres. À cet instant, j'ai su que je n'avais plus besoin d'attendre. Le moment était venu. Leur jugement, leurs moqueries, leurs conseils non sollicités, tout cela allait prendre fin ce soir. Le dîner s'est terminé dans une atmosphère lourde. Ils étaient frustrés par mon calme, par mon refus de me laisser atteindre. Après le dessert, alors que tout le monde retournait au salon pour ouvrir les cadeaux, j'ai discrètement branché mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, l'écran tourné vers le haut. Je ne l'ai pas verrouillé. Ce n'était pas un oubli. C'était un piège. La pièce de théâtre était prête. Il ne manquait plus que l'acteur principal pour entrer en scène et déclencher le 3e acte. L'échange de cadeaux a été le dernier acte de cette comédie familiale. Des boîtes de grandes marques s'échangeaient, des sourires forcés accompagnés des « Oh, c'est magnifique, il ne fallait pas », qui signifiaient en réalité « J'espère que tu as gardé le ticket ». J'ai offert mes cadeaux modestes, des confitures maison, un livre rare que j'avais déniché pour mon père, et une écharpe que j'avais tricotée pour ma mère. Ils ont été reçus avec une politesse condescendante. « C'est l'intention qui compte », a dit ma mère, en posant l'écharpe sur une pile de cadeaux bien plus chers. Gaspard a ouvert mon cadeau, un pull en cachemire que j'avais trouvé en solde. « Merci Léontine », a-t-il dit, sans même le regarder, avant de se tourner vers le paquet de Manon, qui contenait la dernière montre connectée. La soirée touchait à sa fin.
C'est alors que Gaspard, après avoir bu une 3e coupe de champagne, a annoncé qu'il avait soif. Je vais chercher un verre d'eau, a-t-il lancé en se dirigeant vers la cuisine. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. C'était le moment. Je l'ai observé depuis le salon. Il est entré dans la cuisine, a ouvert le placard, a pris un verre. Puis, en se retournant, son regard a été attiré par la lumière de l'écran de mon téléphone, branché sur le comptoir. Je l'avais laissé ouvert sur l'application de ma banque professionnelle, sur la page d'accueil. Il s'est approché, probablement par simple curiosité, ou peut-être avec l'intention de le débrancher pour moi. J'ai vu son visage se figer. Ses épaules se sont raidies. Il s'est penché, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Le silence dans le salon était total, seulement interrompu par le crépitement du feu dans la cheminée. Bérénice montrait ses nouvelles boucles d'oreilles en diamant à Manon. Mes parents discutaient à voix basse. Personne ne faisait attention à ce qui se passait dans la cuisine. Sauf moi. Je n'ai pas quitté Gaspard des yeux. J'ai vu sa main trembler. Le verre qu'il tenait lui a glissé des doigts. Crac. Le son du verre se brisant sur le carrelage a été assourdissant. Tout le monde s'est retourné brusquement. Gaspard ? Tout va bien ? A demandé ma mère, inquiète. Il n'a pas répondu. Il était blême, livide. Il a levé les yeux du téléphone et son regard a croisé le mien à travers l'encadrement de la porte. Il y avait de l'incrédulité, de la confusion, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Il a dégluti difficilement. Sa voix est sortie en un murmure étranglé, à peine audible, mais dans le silence soudain, ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre. Léontine ? Puis, un peu plus fort, alors que toute l'attention était maintenant sur lui. Léontine, viens voir une seconde. Le ton de sa voix n'avait rien à voir avec sa suffisance habituelle. C'était un ton de pur choc. Bérénice a soupiré, pensant sûrement qu'il allait encore me faire une remarque. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Mais Gaspard ne l'écoutait pas. Il me fixait, le téléphone toujours à la main, comme s'il tenait un artefact d'un autre monde. Je me suis levée lentement, sentant le poids de tous les regards sur moi. J'ai marché vers la cuisine, mon cœur battant un rythme régulier et puissant. La comédie était terminée. La tragédie, pour eux, allait commencer. Le bruit du verre se brisant sur le sol était le son de leur monde d'illusion qui volait en éclats. Et j'étais celle qui tenait le marteau. En entrant dans la cuisine, j'ai été accueillie par le visage décomposé de mon frère. Il tenait mon téléphone comme s'il pouvait le brûler. Le sol était jonché d'éclats de verre, mais personne ne semblait s'en soucier. C'est une blague, a-t-il bégayé, en me tendant l'appareil. Dis-moi que c'est une application, un jeu stupide. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, comme si je ne savais pas ce qu'il y avait dessus. En gras, le solde de mon compte professionnel affichait 12 347 892 € et 73 centimes d'euros. Juste en dessous, la notification des revenus de la journée, plus 15 234 €. Ce n'est pas un jeu, Gaspard, ai-je répondu calmement. J'ai repris mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche. À ce moment-là, le reste de la famille est arrivé en bloc dans l'embrasure de la porte, attiré par le drame. Bérénice, impatiente, a bousculé tout le monde. Mais de quoi parlez-vous à la fin ? Qu'est-ce que tu as encore fait pour le mettre dans cet état, Léontine ? Gaspard s'est tourné vers eux, les yeux exorbités. L'argent, a-t-il soufflé. Son compte en banque. Il y a plus de 12 millions d'euros. Un silence de mort est tombé sur la petite cuisine. On aurait pu entendre une mouche voler. Ma mère a porté une main à sa bouche. Mon père a froncé les sourcils, retirant ses lunettes comme pour mieux comprendre. Bérénice a éclaté d'un rire aigu et nerveux. N'importe quoi. Tu as trop bu. Léontine ? 12 millions ? C'est la meilleure de l'année. Elle a du mal à payer son loyer. Elle s'est avancée et m'a arraché le téléphone des mains. Ses rires se sont étranglés dans sa gorge. Ses yeux se sont agrandis, parcourant l'écran encore et encore. Son visage est passé par toutes les couleurs. Non, c'est impossible. C'est un faux, un montage. Mon père lui a pris le téléphone. Homme d'affaires, il a reconnu l'interface de l'application bancaire.
Il a fait défiler l'historique des transactions, des virements rentrant de plusieurs milliers d'euros, chaque jour, provenant d'une société nommée LCTech. Ses mains ont commencé à trembler. Léontine, a dit ma mère, sa voix dure, accusatrice. Explique-toi. Immédiatement. D'où vient cet argent? C'était le moment que j'attendais. J'ai savouré chaque seconde de leur confusion, de leur monde qui basculait. Ça vient d'une application que j'ai développée, ai-je dit simplement. Une application, a ricané Gaspard, retrouvant un peu de sa contenance. Quel genre d'application rapporte 12 millions d'euros? Un jeu stupide pour enfants? Non, ai-je répondu, en le regardant droit dans les yeux. Une application de gestion de budget. Pour aider les gens à mieux gérer leurs finances, à épargner, à éviter les dettes. Elle s'appelle Épargne Claire. Le silence qui a suivi a été encore plus profond que le précédent. Le nom a flotté dans l'air. Épargne Claire. Ce n'était pas n'importe quelle application. C'était le phénomène. L'application dont tous les journaux financiers parlaient. Celle que les experts recommandaient à la télévision. Celle qui était en couverture du magazine Challenge le mois dernier. Le visage de Bérénice est devenu blanc comme un linge. Elle m'a regardé, la bouche entr'ouverte, l'horreur se peignant sur ses traits. Épargne Claire? L'application dont le PDG. Je lui ai adressé mon plus doux sourire. Oui, Bérénice. Le PDG que tu voulais contacter pour me faire renvoyer? Tu es en train de lui parler. L'impact de mes mots a été physique. Bérénice a reculé d'un pas, comme si je l'avais frappée. Elle s'est appuyée contre le réfrigérateur, cherchant un soutien. Elle a mis une main sur son ventre, comme si elle avait la nausée. Toute sa suffisance, toute sa cruauté, venait de lui exploser au visage. Elle venait de réaliser l'ampleur de sa propre bêtise. Elle avait essayé de détruire la carrière de sa sœur millionnaire, pensant qu'elle était une pauvre freelance incompétente. Ma mère s'est affaissée contre le plan de travail. Mais, tu vis dans ce studio minuscule. Tu portes des vêtements d'occasion. L'application apprend aux gens à vivre en dessous de leurs moyens, ai-je terminé pour elle. À épargner et à investir judicieusement. Je ne fais que pratiquer ce que je prêche. À cet instant, dans leurs yeux, je n'étais plus Léontine, leur fille, leur sœur, la déception de la famille. J'étais devenue un concept. Un chiffre. Une machine à sous géante qui venait de s'illuminer dans leur cuisine. La transformation a été instantanée, et absolument écœurante à observer. En l'espace de quelques minutes, le mépris et la pitié qui m'avaient accompagné toute la soirée se sont évaporés, remplacés par une avidité à peine dissimulée. C'était comme regarder un film en accéléré, où les masques de la bienséance familiale tombaient pour révéler les vrais visages. Mon père, Firmin, a été le premier à retrouver ses esprits. Il a redressé ses épaules, a rajusté ses lunettes, et a adopté le ton paternel et protecteur que je ne lui avais pas entendu prendre depuis des années. Léontine, ma chérie. Je l'ai toujours dit à ta mère, n'est-ce pas, Amandine? J'ai toujours dit que notre Léontine était la plus intelligente, la plus disciplinée. Cette modestie, ce n'était pas de la pauvreté, c'était de la stratégie. Brillant. Absolument brillant. J'ai failli éclater de rire. Vraiment? Parce qu'il y a une heure à peine, tu disais que mon diplôme était un gâchis et que ma vie était embarrassante, point. Ma mère s'est précipitée pour éteindre l'incendie. Oh, mon trésor, tu as mal interprété. Nous étions simplement inquiets. Nous te voyions lutter, et nous ne savions pas comment t'aider sans blesser ta fierté. Nous voulions te protéger. Protéger ma fierté, ai-je répété, incrédule. En me traitant de raté devant tout le monde? C'est une étrange façon de protéger quelqu'un. Gaspard, qui était resté silencieux, visiblement en train de faire des calculs mentaux rapides, a soudain retrouvé sa voix, mais elle était mielleuse, complètement différente du ton arrogant d'avant. Léontine, sœurette, c'est incroyable. En fait, ça tombe incroyablement bien. J'ai justement cette idée de start-up. Une plateforme révolutionnaire pour les sports extrêmes. Le concept est solide, mais il me manque juste le capital de départ. Tu sais, 2 ou 3 millions d'euros pour lancer la machine. Ce serait un investissement familial,
on partagerait les bénéfices, bien sûr. Moins de 10 minutes après la découverte, la première demande était officiellement formulée. Je n'ai même pas eu le temps de répondre que Bérénice, qui venait de se remettre de son choc, a enchaîné, ses yeux brillants d'une lueur calculatrice. Et moi, a-t-elle dit, s'approchant de moi comme si nous étions les meilleurs amis du monde. J'ai repéré un appartement sublime dans la presqu'île. Une vue magnifique. Il est à 1,5 million, ce qui n'est rien pour toi, maintenant. Pense Y comme un prêt. Je te rembourserai petit à petit. Te rembourser avec quel argent, ai-je demandé, froidement. La dernière fois que j'ai entendu parler de tes finances, tu étais à la limite du surendettement. Son visage s'est empourpré, mais elle n'a pas abandonné. Elle s'est même mise à pleurer. De vraies larmes de crocodile. C'est justement pour ça que j'ai besoin d'aide, Léontine. Je suis à bout. Les dettes, elles me tuent, a-t-elle sangloté. Cet appartement serait un nouveau départ. Et puis c'est un bon investissement, l'immobilier à Lyon ne fait que monter. Sa confession pathétique, qui aurait dû me toucher, n'a fait que renforcer mon dégoût. Elle n'était pas triste, elle était désespérée. Et elle voyait en moi son unique billet de sortie. Manon, la petite amie de Gaspard, qui était restée en retrait, a jugé que le moment était opportun pour placer sa propre requête. Léontine, je ne sais pas si Gaspard t'en a parlé, mais l'on pense sérieusement au mariage. On voudrait quelque chose de simple, d'intime, peut-être sur la Côte d'Azur. J'ai vu des domaines magnifiques près de Saint-Tropez. Le budget serait autour de 300 000 €. Ce serait un si beau cadeau pour célébrer l'union de la famille. C'est incroyable, n'est-ce pas? La vitesse à laquelle les gens peuvent changer quand l'odeur de l'argent se fait sentir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été témoin d'une telle transformation. Maintenant, voyons comment j'ai géré cette horde de vautours. Je les ai regardés, tous les trois, avec leurs rêves financés par mon travail, mes sacrifices, mes nuits blanches. Le frère qui se moquait de mon téléphone voulait maintenant des millions pour une idée vague. La sœur qui méprisait mes vêtements voulait un appartement de luxe. La future belle-sœur que je connaissais à peine voulait un mariage de princesse. Leur audace était à couper le souffle. Ils ne voyaient plus la personne qu'ils avaient rabaissée pendant des années. Ils voyaient une solution magique à tous leurs problèmes financiers, des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés par leur vanité et leur irresponsabilité. Ils ne m'avaient pas tendu la main. Ils avaient juste ouvert leur portefeuille en attendant que je le remplisse. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, les laissant mariner dans leurs espoirs délirants. Je les ai observés, un par un, savourant le pouvoir que leur silence me donnait. Le pouvoir que j'avais toujours eu, mais qu'ils ne pouvaient voir que maintenant qu'il était traduit en chiffres sur un écran. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je commencé, ma voix était calme, presque chirurgicale. Hier, mon style de vie était si honteux que vous vous excusiez pour moi auprès des gens. Aujourd'hui, vous voulez que je finance vos rêves avec l'argent que j'ai gagné grâce à ce même style de vie, honteux. C'est bien ça? Le malaise est devenu palpable. Mon père a tenté de reprendre le contrôle. Léontine, nous sommes ta famille. Tout ce que nous avons, nous le partageons. C'est ça, la signification d'une famille. Tout ce que vous avez? J'ai ri, un rire sec, sans joie. Qu'est-ce que vous proposez de partager avec moi, exactement? Vos dettes? Votre stress financier? Votre incapacité à vivre selon vos moyens? Ce n'est pas juste, a protesté Bérénice. Nous travaillons dur pour notre argent. Et moi non, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran. Vous croyez que 12 millions d'euros sont apparus par magie sur mon compte? Vous pensez que j'ai bâti une entreprise à succès par accident, pendant que vous étiez occupé à me juger et à supposer que j'étais une ratée? Leurs visages se sont décomposés. Ils n'avaient aucune réponse à ça. Ils n'avaient jamais, pas une seule seconde, envisagé que je puisse travailler plus dur qu'eux. Voyant que la discussion tournait mal, ma mère a changé de tactique. Elle est passée de la flatterie à la manipulation émotionnelle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Léontine, comment peux-tu être si dure? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé, nourri, aimé. Et maintenant que tu as réussi, tu nous tournes le dos?
Tu veux garder tout cet argent pour toi toute seule? C'est de l'égoïsme pur. L'amour dont tu parles, maman, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux, il était où quand vous me laissiez pleurer seule dans ma chambre après chaque réunion de famille? Il était où quand vous me compariez sans cesse à Bérénice et Gaspard? Cet amour n'est réapparu que lorsque le solde de mon compte en banque a été révélé. Amandine a vu que ses larmes ne fonctionnaient pas. Alors, elle a sorti l'artillerie lourde. Son visage s'est durci. Elle a sorti son téléphone de son sac à main. Très bien. Si tu ne veux rien entendre de ta propre mère, peut-être que tu écouteras la mienne. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Mémé Colette, a-t-elle annoncé d'un ton glacial. Je vais lui raconter comment sa petite fille est devenue millionnaire et refuse d'aider sa propre famille qui est dans le besoin. On verra si tu oses lui dire non à elle aussi. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle ne se contentait pas de me faire du chantage. Elle était en train de mobiliser le reste de la famille contre moi. Elle transformait une affaire privée en un tribunal public, avec elle dans le rôle de la victime et moi dans celui de la méchante fille ingrate. Tu n'oserais pas, ai-je murmuré. Regarde-moi bien, a-t-elle répondu en portant le téléphone à son oreille. Allô, maman? C'est Amandine. Il faut que tu viennes tout de suite. Il s'est passé quelque chose d'incroyable avec Léontine. Oui, quelque chose de grave. Elle a raccroché et m'a regardé avec un air de triomphe. Elle pensait qu'elle m'avait piégée, qu'elle m'avait acculée. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de me donner la meilleure raison du monde de rester sur mes positions. Ce n'était plus une simple dispute familiale. C'était une déclaration de guerre. Et elle venait de convoquer ses troupes. Je n'étais plus face à des parents et des frères et sœurs. J'étais face à une meute de charognards, et ma mère venait d'appeler le reste du clan à la rescousse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Moins d'une heure plus tard, la maison ressemblait à une salle d'attente bondée. Ma grand-mère, Colette, était arrivée la première, l'air grave et soucieux. Peu après, mon oncle Grégoire et ma tante Cécile ont débarqué, suivis de près par ma cousine Delphine. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le mot « millionnaire » avait dû être prononcé au téléphone, agissant comme un signal de ralliement. L'atmosphère avait complètement changé. Le salon, qui avait été le théâtre de mes humiliations, était maintenant devenu une salle de tribunal improvisée. Et j'étais sur le banc des accusés. Oncle Grégoire, un homme qui m'avait toujours ignoré ou traité avec condescendance, m'a soudainement prise dans ses bras. Léontine, ma petite. J'ai toujours su que tu avais quelque chose de spécial, a-t-il claironné. Justement, j'ai une opportunité d'investissement fantastique dans l'immobilier à la montagne. Un chalet à Méribel. C'est du sûr. Avec un petit apport, on pourrait faire fortune. Ma cousine Delphine, qui, lors du dernier réveillon, avait demandé à ma mère si j'avais besoin d'un « relooking d'urgence », s'est assise à côté de moi, me prenant la main. Léo, je suis tellement fière de toi. Tu es un exemple. Tu sais, ma petite boutique en ligne de bijoux, elle a un potentiel énorme, mais les banques sont si frileuses. Un petit coup de pouce financier, et je pourrais en faire la prochaine grande marque française. Le summum a été atteint avec ma grand-mère. Elle m'a assise sur le canapé, m'a regardé avec ses yeux larmoyants et m'a dit « Ma chérie, ton grand-père et moi, nos frais de santé augmentent tellement. La retraite n'est plus ce qu'elle était. Si seulement nous avions un petit peu d'aide pour finir nos jours tranquillement. » C'en était trop. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas ma résolution. Ma patience. Je me suis levée d'un coup. Assez. Ma voix a résonné dans le salon, coupant court à tous les murmures et toutes les supplications. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Le silence était total. Ça suffit, ai-je répété, plus calmement mais avec une fermeté qu'il ne m'avait jamais connue. Vous voulez tous quelque chose, n'est-ce pas? De l'argent. Pour vos projets, vos dettes, vos rêves. Je les ai regardés un par un, balayant la pièce du regard. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oncle Grégoire, au mariage de Delphine,
vous avez dit à tout le monde que mon diplôme d'ingénieur était bon à décorer les murs des toilettes. Vous vous en souvenez? Il est devenu tout rouge. Delphine, ai-je continué. Tu te souviens m'avoir envoyé un lien vers un site de relooking avec le message « Cadeau, bisous » ? Tu pensais que c'était drôle? Elle a baissé les yeux, fixant ses chaussures. Mémé Colette, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement mais restant ferme. Vous vous souvenez m'avoir dit que je ferais mieux d'arrêter mes bricolages sur ordinateur et de me trouver un bon mari, parce qu'une femme n'a pas besoin d'être trop intelligente, juste d'être bien mariée? Ses yeux se sont remplis de vraies larmes cette fois, des larmes de honte. Je me suis retournée vers mes parents, mon frère et ma sœur. Et vous, dois-je vraiment vous rappeler toutes les humiliations, toutes les moqueries, toutes les fois où vous m'avez fait sentir que j'étais une erreur, une déception? J'ai fait une pause, laissant le poids de mes paroles s'installer. Pendant des années, aucun d'entre vous n'a pris la peine de me demander ce que je faisais réellement. Ce qui me passionnait. Ce à quoi je travaillais si dur. Vous avez juste supposé. Vous avez supposé que parce que je ne rentrais pas dans votre moule, je devais être en train d'échouer. Vous avez projeté sur moi vos propres peurs et vos propres superficialités. Et maintenant, ai-je conclu, ma voix vibrante de colère contenue, parce que ce que vous preniez pour de la boue s'est avéré être de l'or, vous voulez tous votre part. Vous ne voulez pas de moi. Vous voulez une part de mon succès. Le succès que j'ai bâti non pas grâce à vous, mais malgré vous. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ce n'était plus un silence gêné. C'était le silence de la culpabilité. Pour la première fois, ils me voyaient vraiment. Non pas la personne que j'étais, mais le miroir de leurs propres échecs moraux. La confrontation avait laissé l'atmosphère lourde, irrespirable. Personne n'osait parler. Ils se regardaient les uns les autres, cherchant un allié, une excuse, mais ne trouvant que le reflet de leur propre cupidité. C'est mon père qui a rompu le silence, tentant une dernière fois de jouer la carte de l'autorité parentale. Léontine, ça suffit. C'est ta famille. Tu nous dois le respect. Le respect, ai-je répondu, un rire amer m'échappant. Le respect est une chose qui se mérite, papa. Il ne se doit pas. Et ce soir, vous m'avez tous montré à quel point vous en manquiez à mon égard. J'ai marché lentement vers la grande porte d'entrée en chêne massif. Chaque pas était lourd, délibéré. J'ai posé ma main sur la poignée en laiton froid. Le contact du métal m'a ancré, m'a donné la force de faire ce que je devais faire. En touchant la poignée, une image a traversé mon esprit, aussi rapide qu'un éclair. Un souvenir d'un Noël lointain, quand j'avais peut-être 7 ans. Mon père m'avait hissé sur ses épaules pour mettre l'étoile au sommet du sapin. Ma mère, Gaspard et Bérénice applaudissaient en riant. Nous étions une famille, à ce moment-là. Une vraie famille, unie par la joie et non par l'argent. Une douleur sourde m'a transpercé le cœur. Un deuil. Le deuil de cette famille perdue, ou peut-être d'une famille que je n'avais fait qu'imaginer. Ma gorge s'est nouée. Mes yeux m'ont piqué. Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Et si je cédais? Et si je leur donnais ce qu'ils voulaient, juste pour acheter une illusion de paix, pour retrouver ne serait-ce qu'un fragment de cette chaleur d'autrefois? Puis, j'ai tourné la tête et je les ai regardés. J'ai vu leurs visages actuels. Leurs yeux n'étaient pas remplis d'amour ou de remords. Ils étaient remplis d'attente, de calcul, de convoitise. Ils ne voulaient pas retrouver la petite Léontine de 7 ans. Ils voulaient l'adulte de 28 ans et son compte en banque. La famille de mon souvenir était morte depuis longtemps. Et je ne pouvais pas utiliser mon argent pour réanimer un cadavre. Le moment de doute est passé. Ma résolution est revenue, plus dure que l'acier. J'ai tourné la poignée et j'ai ouvert la porte en grand. L'air glacial de la nuit de décembre s'est engouffré dans le couloir, comme un vent de changement. Je me suis retournée pour leur faire face une dernière fois. Voici ma réponse finale à toutes vos demandes, ai-je annoncé, ma voix claire et sans la moindre trace de tremblement. Ma réponse aux millions pour la start-up, à l'appartement dans la presqu'île, au mariage sur la Côte d'Azur, au chalet à Méribel, et aux factures médicales. J'ai marqué une pause, les regardant tous droit dans les yeux. La réponse est non. Le mot a résonné dans le silence. Un non simple, absolu, sans appel.
L'indignation a explosé. Tu es sérieuse, a crié Gaspard. Tu ne peux pas faire ça. C'est égoïste, a hurlé mon oncle Grégoire, son visage devenant violet. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a pleuré ma mère. J'ai levé une main pour les arrêter. Ce que je ne peux pas faire, c'est financer des gens qui ne m'ont jamais soutenu. Ce que je ne peux pas faire, c'est récompenser des années de mépris par des chèques. Ce que je ne peux pas faire, c'est acheter votre affection, parce que je sais maintenant qu'elle n'a jamais été réelle. J'ai désigné la porte ouverte. Je crois que la soirée est terminée. Je n'ai pas dit non à ma famille. J'ai dit non à la version toxique de ce qu'ils étaient devenus. C'était le choix le plus difficile de ma vie, et aussi le plus libérateur. Ils ne sont pas partis tout de suite. Il y a eu une vague de protestations, de supplications, puis d'insultes. Oncle Grégoire m'a traité de « fille ingrate et sans cœur ». Ma grand-mère a secoué la tête en murmurant que j'avais « brisé la famille ». Bérénice, voyant que ses larmes ne fonctionnaient pas, est passée à la rage pure, me criant que j'allais le regretter, que je finirais seule et misérable. J'ai encaissé leurs mots sans broncher. Ils ne pouvaient plus me blesser. Leurs insultes étaient comme des flèches tirées sur une armure. J'avais passé des années à forger cette armure dans le silence et la solitude de mon travail, et elle était désormais impénétrable. Un par un, réalisant qu'ils n'obtiendraient rien, ils ont commencé à partir. Leurs visages étaient des masques de colère et d'incrédulité. Ils sont passés devant moi, me jetant des regards noirs, comme si j'étais une étrangère, une ennemie. En un sens, je l'étais devenue. J'étais l'ennemi de leur monde d'illusions. Mes parents sont partis les derniers, accompagnant Gaspard et Bérénice. Ma mère n'a pas dit un mot, mais son regard était plein d'un mépris glacial. Mon père m'a juste dit « Tu as fait une terrible erreur, Léontine. Ne compte plus sur nous. » Je n'ai jamais vraiment pu compter sur vous, ai-je pensé, mais je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Gaspard s'est arrêté sur le seuil. Tu vas le regretter amèrement, a-t-il sifflé. Quand tout ton argent aura disparu, et que tu seras seul, ne viens pas frapper à notre porte. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu calmement. Je sais gérer mon argent. C'est un peu ma spécialité. Puis j'ai fermé la porte. Le « clac » lourd de la serrure a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Ce n'était pas seulement une porte que je fermais. C'était un chapitre de ma vie. Un chapitre de douleur, d'humiliation et de solitude subie. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris, par des chemins détournés, que le karma, ou simplement la conséquence logique de leurs actes, avait commencé à faire son œuvre. Le projet de start-up de Gaspard n'a jamais vu le jour. Aucun investisseur sérieux n'a voulu financer une idée aussi vague. Après avoir épuisé ses économies et s'être endetté davantage, il a perdu son appartement et a dû retourner vivre chez mes parents, à plus de 30 ans. L'humiliation suprême pour quelqu'un qui se voyait déjà en couverture de Forbes. Bérénice, sans mon renflouement financier, a été rattrapée par ses dettes. Elle a dû déclarer une faillite personnelle. Elle a vendu sa voiture, ses sacs de luxe, et a dû quitter son bel appartement pour un petit studio en banlieue. Elle travaillait maintenant comme serveuse le soir pour compléter son salaire et rembourser ses créanciers. Son compte Instagram est devenu silencieux. Mes parents, sans l'espoir de mon soutien, ont dû faire face à la réalité de leur situation financière. Ils ont vendu le grand appartement du 6e arrondissement et ont acheté une maison beaucoup plus modeste à la campagne. Mon père a dû repousser son départ à la retraite de plusieurs années. Ils n'ont pas été punis par moi. Ils ont été punis par leur propre choix, par une vie entière passée à privilégier le paraître à l'être. Quand j'ai fermé cette porte, je n'ai pas ressenti de la perte. J'ai ressenti un silence. Et pour la première fois de ma vie, ma maison est devenue un véritable havre de paix. Ce soir-là, après leur départ, je suis retournée dans le salon silencieux. L'odeur de champagne et de nourriture riche flottait encore dans l'air, mais l'atmosphère toxique avait disparu. J'ai ouvert les fenêtres en grand, laissant l'air frais de la nuit purifier la pièce. Je suis rentrée chez moi, dans mon petit studio de la Croix-Rousse. J'ai regardé mes meubles d'occasion, mes livres qui s'empilaient partout, mon vieux canapé confortable. Cet endroit qu'ils appelaient ma « cage à poules ». Pour moi, il n'avait jamais été aussi beau, aussi paisible. Il était le symbole de ma liberté.
La vraie richesse, j'ai compris ce soir-là, ce ne sont pas les 12 millions d'euros sur mon compte en banque. C'est un bonus, un outil incroyable, mais ce n'est pas le but final. La vraie richesse, c'est la discipline que j'ai cultivée pendant que d'autres cherchaient la gratification instantanée. C'est la résilience que j'ai bâtie en endurant leurs moqueries. C'est la liberté de ne dépendre de personne, de ne rien devoir à personne. C'est la paix d'esprit qui vient quand on vit une vie authentique, en accord avec ses propres valeurs, et non pour impressionner les autres. La revanche la plus douce n'a pas été de leur dire « non ». La revanche la plus douce a été de leur prouver, par ma réussite, que le style de vie qu'ils avaient tant ridiculisé était en fait le chemin vers le véritable succès et le véritable bonheur. J'ai brisé le cycle de toxicité et d'anxiété financière qui avait défini ma famille. C'est ça, mon véritable héritage. Aujourd'hui, je continue de vivre simplement. J'ai acheté un appartement un peu plus grand, mais toujours dans le quartier que j'aime. J'ai voyagé, j'ai investi dans des causes qui me tiennent à cœur, et j'ai continué à développer mon entreprise. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de ma famille. Parfois, je ressens une pointe de tristesse pour la famille que nous aurions pu être. Mais je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai choisi le respect de moi-même plutôt qu'une illusion d'appartenance. Voilà mon histoire. L'histoire de la façon dont j'ai trouvé ma propre valeur quand ceux qui auraient dû m'aimer le plus étaient incapables de la voir. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont connu des situations où vous vous êtes senti jugé ou incompris par vos proches. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre bien-être? Avez-vous déjà dû vous éloigner de relations toxiques, même au sein de votre propre famille? Partagez votre histoire, vos sentiments, ou même juste un mot de soutien dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences sont précieuses, et elles pourraient donner le courage à quelqu'un d'autre qui en a besoin en ce moment même. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » sur cette vidéo si mon histoire vous a touché, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits sur la force intérieure et la capacité à surmonter les épreuves. Mon chemin a été le mien, mais je sais que je ne suis pas seule. Votre chemin est le vôtre, et vous n'êtes pas seul non plus. Soyez fort. Merci de m'avoir écouté.